I'm free, like a river flowing freely to the freedom song. Oh, free like a river. Banque Populaire, la réussite est en vous. Non, non, mais pas. I'm free, like a river. On va les prendre copains. Oui, d'accord, je suis désolée. Hein. Excuse-moi. Merci beaucoup, Jean-François. Attends, je les fous tous en. Discute aussi également. C'est pas bon. Bonjour à tous. Donc, des petits problèmes de technique, mais on va arriver à régler ça. On a des slides qui ne sont pas terribles, mais on va y arriver. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ces 12e rencontres économiques territoriales. C'est les premières en webinaire, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu des problèmes de connexion. Voilà, donc vous savez que ces rencontres économiques territoriales, elles ont deux thèmes principaux. C'est le premier, ça sera sur le plan de relance métropolitain. Et donc, on aura le plaisir d'accueillir Christian Estrosi qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et Jean-Pierre Savarino, donc sur la première table ronde. Ensuite, on aura une seconde table ronde qui sera sur l'industrie à carrosse. Donc, nous accueillerons M. Yannick Bernard, qui est le maire de Carrosse. Nous aurons également Daniel Sfessi, qui est le vice-président industrie de la Chambre de commerce, qui est membre du bureau de l'UPE 06 et membre du conseil d'administration. Et nous aurons également Marc Rayola, qui est président du syndicat Prisme, donc les maisons d'intérim, et qui est également le président de la CIPDV, donc de Carrosse, pour aborder cette deuxième table ronde. Donc, on va commencer par... on va changer un petit peu le programme parce que Christian ne nous a pas encore rejoint. Donc, on va commencer avec des questions avec Jean-Pierre Savarino sur l'action que mène la Chambre de commerce sur le plan de relance. Et ce qu'on développe également avec CCI France. Jean-Pierre, évidemment, la CCI a été très active depuis le début de la crise sanitaire. Elle est le partenaire principal de l'UPE 06 pour clarifier le plan de relance et aider nos adhérents à obtenir des aides et accéder aux dispositifs de l'État. Donc, Jean-Pierre, vous êtes très bien placé avec la Chambre de commerce. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'action qui est menée par la CCI Nice-Côte d'Azur et dans le cadre donc, de France Relance, qui est également initié par la CCI France. Oui, mais merci Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Comme tu l'as dit, la CCI Nice-Côte d'Azur joue un rôle important concernant le plan de relance qui a été lancé par le gouvernement, et ce depuis le début du confinement. La CCI a amplifié tous les niveaux, à tous ces niveaux, donc son rôle d'écoute, d'une part, d'orientation et surtout de soutien aux PME et TPE. L'efficacité des actions de la CCI aujourd'hui, elle est indispensable pour répondre à une situation de crise qui perdure et qui agit, qui est essentielle. Je peux souligner d'ailleurs ici la parfaite coordination de nos actions aussi avec la métropole, puisque nous menons ensemble des dispositifs communs. Alors, je vais mélanger un petit peu plan de relance et positionnement de plan d'urgence aujourd'hui, parce que c'est important aussi quand même de profiter de cette possibilité de communiquer, de rappeler un certain nombre d'actions qui sont menées aujourd'hui en parallèle. N'oublions pas quand même que nous avons été frappés aussi au niveau de notre territoire, je dirais, d'une tempête terrible dans l'arrière-pays, et il est important aussi de vous en tenir informé.
Bon, première chose importante, réactivation de la cellule d'urgence qui traite quotidiennement, il faut le savoir aujourd'hui, quasiment 300 appels par jour. Donc, c'est très important et ça nécessite bien sûr une réponse adaptée. On a redoublé notre communication auprès des entreprises ressortissantes sur les soutiens de l'État. Et là, le plan de relance est bien sûr mis en avant. Tout ce qui est Fonds national de solidarité, PGE, chômage partiel, exonération de charges, ainsi que bien sûr tous les plans qui existent aujourd'hui avec les collectivités. Et on mène des opérations conjointes avec la métropole concernant les programmes d'accompagnement tels que Booster Commerce pour éviter les cessations d'activité et les opérations haut et moyen pays pour le commerce et le tourisme durable. Nous avons aussi une coordination avec la métropole sur le partage des fichiers d'un nombre d'entreprises importants dans le domaine de tout ce qui est l'industrie. C'est le plan de relance dédié à l'industrie et l'objectif de cette action, c'est de préparer et d'accompagner les entreprises dans leur accès au financement vis-à-vis des appels à projets pour la modernisation des outils de production. Je pense que Daniel Fessy pourra vous en reparler tout à l'heure. Il est un des acteurs dans ce domaine. Nous avons aussi mis en ligne un outil de géolocalisation des commerces avec Géolocal 06. Là, on est plus dans l'urgence, mais c'est important aussi de le savoir. La mise en place aussi d'outils comme la place business qui va servir au niveau du plan de relance et qui permet de la mise en relation entre les TPE-PME et les grands groupes et les donneurs d'ordre publics et privés. Je vous engage à vous connecter sur cette plateforme. Il y a bien sûr une analyse en parallèle qui a été menée et qui continue d'être menée et qui le sera tout le long de la crise, une analyse des remontées terrain qui nous permet d'alerter les pouvoirs publics sur la situation des entreprises et de leurs besoins. Et c'est absolument indispensable de pouvoir remonter toutes ces informations. Concernant le plan de relance sur la digitalisation, là, nous avons un accompagnement des entreprises très important pour permettre plus particulièrement aux commerçants de poursuivre leur activité et limiter la perte de chiffre d'affaires. La crise sanitaire, elle a accéléré la transition numérique avec une prise de conscience des commerçants. C'est on pourrait dire, un des seuls aspects positifs de la démarche. Mais aujourd'hui, on a une absolue nécessité d'être visible en tant que commerçant. Et pour cela, il faut bien sûr les aider, il faut être accompagné. Et on a mis en place une opération qui s'appelle SOS Numérique Commerce. Cette opération permet, dans un premier temps, par une campagne d'information et de sensibilisation, de donner les dispositions et surtout les solutions numériques. Nous participons par ce biais-là à une campagne nationale qui va toucher aujourd'hui plus de 30 000 commerces qui seront donc contactés. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le territoire du 06, nous avons déjà 450 entreprises dans le domaine du commerce qui sont accompagnées dans cette démarche. Donc, nous avons une vraie sensibilisation de cette partie accompagnement numérique et surtout mise en place de solutions numériques au niveau de nos commerces. Nous vous proposons aussi par ailleurs un panel de solutions numériques qui s'appelle Ma boutique, mes solutions et qui là va faire appel à une cinquantaine de solutions numériques pour justement toujours accentuer cette capacité de pouvoir être vu, de pouvoir réaliser du click and collect ou encore des webinars qui vous permettent de maintenir l'activité numérique. Il ne faut pas hésiter à vous connecter. Nous sommes à votre disposition pour cela. Je recentrerai un peu mon exposé sur la partie carrosse. Alors là, sur la partie carrosse, je laisserai à Daniel, bien sûr, la primeur concernant l'industrie. C'est notre vice-président d'industrie et il aura toute l'occasion tout à l'heure de vous dire toutes les actions qui sont menées sur ce territoire de carrosse, qui est le territoire, on va dire, majeur de l'industrie dans notre département. Concernant le volet commerce, parce qu'il existe bien sûr des commerces de côté carrosse, nous avons un FISAC que nous accompagnons la création actuellement. Et nous avons aussi la création d'un marketplace et d'un site e-commerce qui se situe sur tout le territoire de Carrosse. Nous avons participé et nous continuons à participer à la création et l'organisation de l'association Cap Carrosse, l'accompagnement à la réalisation d'une campagne de crowdfunding, je dirais, qui date déjà du premier confinement, ainsi qu'à la sensibilisation et la modernisation du point de vente. Ça, ce sont des éléments très importants concernant tous les commerces et toutes les activités qui peuvent se passer sur l'environnement de Carrosse. Le volet mobilité, parce qu'on ne peut pas parler de Carrosse sans parler de transport, sans parler de toutes les activités de transport qui existent sur cette zone. Et nous avons aujourd'hui un partenariat qui est avec GRDF
pour organiser une réunion associant l'UP06, les syndicats transporteurs routiers, les bâtiments et travaux publics, la métropole, pour un appel à projet, pour répondre à un appel à projet sur une opportunité de créer une station GNV, c'est-à-dire le gaz naturel pour véhicules, sur le territoire. La mise en place en 2021 d'une zone à faible émission sur Nice va s'accompagner bien sûr d'interdictions croissantes de circulation, dont les véhicules les plus polluants. Et dans les prochaines années, les transporteurs et grossistes ont donc intérêt à préparer le verdissement de cette flotte et nous allons les accompagner dans ce domaine et essayer de coordonner toutes ces actions et de discuter sur toutes les possibilités, les potentialités. Nous associons bien sûr Carrosse, Le Pal et Saint-Laurent-du-Var dans cette démarche et nous essayons de regarder l'opportunité de créer une station qui pourrait être éventuellement positionnée sur le foncier disponible à Carrosse. Le quatrième point sur lequel, quand on parle de Carrosse, il est indispensable, c'est aussi le PPRI, donc c'est l'étude danger, c'est la partie sur laquelle le plan de prévention des risques d'inondation. Vous savez que l'étude a été réalisée, que ça a permis de déterminer un certain nombre de travaux aujourd'hui sur la digue qui va se réaliser jusqu'à mi-2021. Mais après cela, il faudra instruire au niveau régional un dossier de PPRI pour être lancé afin de réduire les risques. Et grâce à ce confortement de digue, on pourra peut-être réussir à récupérer une bande de 50 mètres sur l'inondabilité d'une partie de la zone. Cette démarche-là sera bien sûr appuyée par la Chambre de commerce et d'industrie et nous essaierons bien, avec les collectivités d'obtenir la possibilité de pouvoir répondre d'un avis favorable à des demandes qui aujourd'hui sont récurrentes et qui reviennent assez souvent, telles que les entreprises comme Virbac ou Arcopharma qui souhaitent pouvoir s'étendre et qui malheureusement aujourd'hui ont des contraintes, je dirais, à ce niveau-là. Donc, beaucoup d'actions sont menées aujourd'hui dans toute cette aménagement de Carrosse, qui est une zone extrêmement importante dans notre département, qui est une zone industrielle très reconnue. Et nous essayons, bien sûr, dans la mesure du possible, d'accompagner le maximum nos entreprises dans tous ces territoires, de manière à ce que ça puisse œuvrer pour le futur. Le plan de relance, d'une façon générale, est essentiel. Nous allons un jour sortir de ces difficultés au quotidien. Il faudra qu'on soit prêt pour pouvoir justement arriver à développer et avoir un environnement favorable dans tout notre territoire du 06. Maintenant, je suis à votre disposition si vous souhaitez poser des questions. Jean-Pierre, avant que les gens peuvent évidemment, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, hein, parce que je ne suis pas un champion du monde de l'animation, mais effectivement, on peut poser des questions sur le chat et on prendra 2 ou 3 questions pour le président de la Chambre de commerce. Donc, mettez vos questions sur le chat. Moi, j'ai une petite question qui concerne la tempête, Alex, président. Oui. Je sais que les entreprises sinistrées dans les vallées, je crois savoir que tu es en relation avec le préfet reconstruction. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place avec le préfet reconstruction? Je crois que tu as déjà rencontré et vous avez déjà abordé ce sujet. Oui, on a déjà rencontré à plusieurs reprises et il y a plusieurs volets aujourd'hui qui sont à prendre en compte. Il y a un aspect, bien sûr, qui est sur toute la partie accessibilité. Là, je pense que Philippe, tu es un des acteurs majeurs dans ce domaine par rapport à toutes les entreprises qui sont susceptibles de travailler pour pouvoir reconnecter toutes les vallées d'une façon le plus rapidement possible. C'est déjà quasiment acquis, mais il y a beaucoup de travaux en cours. Et nous avons bien sûr un rôle essentiel à jouer sur le maintien des activités sur les différents sites, sur les différentes communes. Et aujourd'hui, la problématique se pose sur plusieurs termes. Le premier, c'est ceux qui ont été, atteints d'une façon très importante, la destruction au niveau de leur outil de production et de leur environnement. Donc là, c'est une approche d'urgence qui est aujourd'hui formulée. Vous savez que nous avons réuni un plan d'urgence de 6,5 millions qui permet de venir en aide directe sur ces entreprises de manière à les soutenir dans ces moments très difficiles. Le deuxième point qui est souvent le plus complet aujourd'hui, c'est la perte d'exploitation. Aujourd'hui, toutes les entreprises subissent une perte d'exploitation importante puisque l'accessibilité n'étant plus ce qu'elle est, le passage est devenu inexistant et toutes les activités qui pouvaient, exister dans la vallée ont été en grande partie impactées par cet environnement. Donc, nous avons dans ce plan d'urgence une partie très spécifique sur la partie, donc bien sûr, perte d'exploitation
Et cela, ça touche bien sûr les 3 vallées d'une façon, je dirais, tout à fait homogène et avec des degrés divers suivant les endroits dans lesquels on se trouve. Donc là, je vous engage au niveau de toutes les entreprises qui sont dans ces vallées de vous rapprocher de la Chambre de commerce et d'industrie et on vous accueillera par un accueil personnalisé en vous donnant toutes les précisions qu'on peut vous amener. Et nous sommes bien sûr en relation directe avec les organismes d'État, avec les mairies, avec le conseil départemental, avec la métropole pour pouvoir œuvrer en direct. Et nous avons des permanences qui sont organisées directement sur site pour pouvoir aider tous les commerçants, toutes les entreprises à réaliser d'une part les demandes d'indemnisation et éventuellement toutes les démarches administratives relativement complexes, il faut le reconnaître, concernant les indemnisations avec les assureurs et avec aussi toutes les capacités des collectivités à pouvoir vous aider. Donc, il faut absolument ne pas hésiter. Prenez votre téléphone, téléphonez-nous, allez sur le site Internet et là, vous serez accueillis. Et si on ne peut pas, je vais vous répondre de suite, on vous rappellera pour vous accompagner dans ces moments très compliqués. Il faut reconnaître que l'État aujourd'hui est très mobilisé à nos côtés dans cette démarche et le préfet Xavier Pelletier donc, nous accompagne et nous avons organisé des réunions régulières justement pour juger de l'état d'avancement des évolutions concernant tous les secteurs. Donc, je compte sur vous pour nous remonter aussi, bien sûr, toutes ces informations. Nous allons aussi procéder à une distribution de matériel. Nous avons fait une collecte, je dirais, il y a quelques semaines. Et donc, nous serons aussi aider un certain nombre d'entreprises dans ce domaine pour ceux qui ont tout perdu aujourd'hui. Donc, je suis à votre disposition et surtout les services de la Chambre sont à votre disposition dans cette tempête qui a œuvré sur notre territoire et qui malheureusement va laisser des séquelles pendant beaucoup de mois, voire quelques années, avant de retrouver une activité tout à fait normale. Merci, merci Président pour ta réponse. Alors j'ai quelques questions qui arrivent, mais je vais les laisser poser les questions parce que je ne les comprends pas toutes. Donc il y en a une de Stéphanie Calviera. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro à Stéphanie et qu'elle pose sa question? Je sais pas qui c'est. Alors, un petit problème technique ou pas? Est-ce qu'on y arrive? Stéphanie, est-ce que tu peux poser ta question? Stéphanie, le micro est ouvert. Ouvrir le son. Pardon? Stéphanie, on vous écoute, le micro est ouvert. Alors, à moins que Stéphanie ait un problème de micro. Non, apparemment, on a un problème avec les micros, mais je vois que Christian Estrosi vient de nous rejoindre. Donc, bonjour, Monsieur le Président. Donc, nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir dans ces 12e rencontres économiques territoriales Christian Estrosi, qui est donc le président de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui est maire de Nice et qui est le président délégué de la région Sud. Merci d'avoir bien voulu accepter de participer à ce webinaire sur le plan de relance métropolitain que vous allez évoquer, Monsieur le Président. Je voudrais préalablement, cher Christian, d'abord te féliciter concernant ce lancement de la 5G que tu as fait la semaine dernière. Et nous sommes en effet, grâce à toi, la première métropole de France à bénéficier de cette technologie 5G qui sera incontestablement un critère vital pour l'attractivité de notre territoire. Et donc, dans le cadre d'un plan de relance métropolitain, c'est un atout majeur. Voilà, cher Christian, je te cède la parole et on te posera 2 ou 3 questions si le temps nous le permet. Bien volontiers, merci, Monsieur le Président et mon cher Philippe, et bravo pour cette initiative d'organiser depuis Carrosse, puisque c'est là-bas que nous aurions dû nous retrouver en présentiel ce matin chez mon ami Yannick Bernard, maire de Carrosse, et personnalité éminente de notre métropole et qui a participé à mes côtés
à l'élaboration du plan de relance métropolitain. Je salue Jean-Pierre Savarino, notre président de la Chambre de commerce et d'industrie, ainsi que Daniel Svecci, notre président de l'UIMM, et Marc Raiola, le président du CAI PDV. Nous sommes naturellement dans cette phase où nous craignons une sortie de ce confinement extrêmement compliqué, extrêmement difficile, avec une crise économique et sociale qui pourrait se révéler terrifiante. En même temps, pour avoir le souvenir de la crise industrielle de 2008-2010, il se trouve que notre territoire a toujours su saisir ces périodes-là, même si elles ont une dimension différente, pour tirer un certain nombre d'opportunités et mieux rebondir. Alors je pense à tous ceux qui aujourd'hui sont en grande difficulté naturellement et que nous allons accompagner. Et puis, je dis qu'en même temps, nous devons faire l'inventaire de nos atouts pour essayer de bénéficier sur un certain nombre de dossiers qui rentrent dans les critères du plan de relance proposé par le gouvernement en accord avec l'Union européenne, une enveloppe de 100 milliards, plus de réponses positives par rapport aux démarches que nous engageons. Alors, je voudrais dire que si nous avons des répercussions importantes sur notre chiffre d'affaires aujourd'hui, et je pense au secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport, de l'événementiel. On a en plus la tempête Alex qui est venue se rajouter à tout ça, pour les entreprises de nos vallées notamment. Et j'ai souhaité que nos collectivités se distinguent par une politique volontariste de soutien immédiat aux entreprises les plus fragiles, qui permettent ainsi de préserver des milliers d'emplois dans une période critique. La relance métropolitaine, c'est d'abord 15 millions d'euros en soutien aux entreprises durant la crise sanitaire. La prise en charge de tout ou partie de loyers professionnels des TPE, mesure remise en place pour le second confinement, qui sera votée demain par le Conseil de métropole. L'exonération de loyers des entreprises et associations logées par la métropole et par la ville de Nice, une aide financière de 1 000 euros versée aux restaurants et débits de boissons fermés administrativement, et sans doute la mesure dont j'ai reçu énormément de messages cette semaine, parce que les feuilles sont arrivées la semaine dernière, de dégrèvement de CFE. Nous avons pour 3 500 entreprises de la métropole 6,3 millions de mesures d'exonération de CFE que nous avons prises. Et ça s'est vu très clairement sur les feuilles qui ont été reçues. En gros, ça n'a échappé à aucun chef d'entreprise. Il faut savoir que ça bénéficiera pour 2,6 millions d'euros aux hôteliers. Enfin, ça ne bénéficiera pas, ça bénéficie, puisque c'est arrivé. Et c'est ce qu'on vous dit, que vous n'aurez pas à le payer alors que c'était payé les années précédentes. Aux restaurateurs pour 1,6 million d'euros, ou encore par exemple aux salles de spectacle pour 426 000 euros. Une contribution à hauteur d'1 million d'euros au fonds Covid résistance mis en œuvre par la région. Une contribution à hauteur d'1 million d'euros, cher Jean-Pierre Savarino, au fonds mis en place par la CCI à l'échelle départementale. L'exonération des droits de terrasse que nous allons proroger naturellement sur la période la plus large possible en 2021. La gratuité du stationnement sur voirie pour les commerçants jusqu'à fin 2020, et nous allons regarder quelle est la période sur laquelle nous pourrions, en fonction de l'évolution du déconfinement, la proroger en 2021.
notamment puisque beaucoup d'autres mesures ont été prises. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les autres, mais ce sont les plus significatives. Et puis la relance métropolitaine, c'est 2 milliards d'euros d'investissement prévus par la métropole. L'État a annoncé un plan de relance de 100 milliards d'euros à destination des collectivités territoriales sur la période 2020-2022, qui s'articule autour de 3 priorités. L'écologie, la compétitivité, la cohésion pour redresser l'économie et créer de nouveaux emplois. Donc, nous avons déjà programmé 2 milliards d'euros d'investissement, 2 milliards d'euros d'investissement, je répète encore une troisième fois ce chiffre, 2 milliards d'euros d'investissement, et les mesures du plan de relance qui font écho aux priorités politiques de la métropole en matière d'investissement vont nous permettre d'obtenir des financements pour la réalisation de nos grands projets. Certains d'entre eux auraient pu s'étaler sur 4, 5, 6 ans. Il se trouve que comme nous sommes très avancés, puisque nous ne sommes pas de nouveaux arrivants, mais que nous avions déjà quasiment achevé nos études sur un grand nombre de projets dans le cadre de notre mandat précédent, nous avons des dossiers qui sont opérationnels tout de suite. Et grâce au plan de relance, nous allons pouvoir les engager tout de suite. Voilà pourquoi nous sommes en mesure de nous engager sur ce montant. Ils sont autant de marchés et bons de commande à destination des entreprises du territoire dans le BTP, la promotion immobilière, les études, le conseil, l'équipement, notamment. La relance métropolitaine, c'est aussi 1 milliard pour un plan de solidarité et d'action pour la reconstruction, la revitalisation des vallées et pour soutenir leurs entreprises suite à la tempête Alex. La métropole a participé de concert avec la région et le département à la constitution d'un fonds dans des délais records qui permet de compenser les pertes d'exploitation et de préserver l'activité des entreprises et les emplois. Nous intervenons notamment à hauteur de 800 000 euros et nous allons proposer une contribution supplémentaire demain de 300 000 euros. Le Conseil métropolitain du 16 octobre 2020 a voté un plan de reconstruction de nos vallées pour 1 milliard. C'est ce que nous avons évalué des conséquences. J'attends naturellement de savoir quelle est la part que le gouvernement prendra sur ces 1 milliard. Le taux maximum d'intervention sur ce type de sujet sur lesquels, ailleurs en France, il a pu intervenir ces dernières années est de 60%. Je dois avoir, à la veille d'une RIM, d'une réunion interministérielle sous la présidence de Matignon la semaine prochaine, en amont une visioconférence avec le Premier ministre pour essayer d'obtenir ce taux maximum de 60% qui nous permettrait de tenir ce cap d'1 milliard d'euros sur les 4-5 ans qui viennent, puisque nous financerions les 40% complémentaires par des aides régionales, des aides de l'Union européenne et des aides d'institutions comme l'ADEME, l'Agence de l'eau, etc., etc. Et nous compenserions la différence par un emprunt que nous contracterions naturellement. La relance métropolitaine, ce sont de nouveaux dispositifs pour faciliter le rebond à moyen terme des entreprises dans un contexte qui demeure fragile et incertain. Avec nos partenaires que sont BPI, la CCI, la Chambre des métiers de l'artisanat, les pôles de compétitivité, nous finançons des programmes de conseil et d'accompagnement pour 200 chefs d'entreprise, en particulier dans les secteurs du commerce, du tourisme et de l'innovation en santé, via notre dispositif Booster Commerce. Nous travaillons également sur l'élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement pour nos zones d'activité économique, dans une démarche d'écologie industrielle et fort de son succès avec la création de parcs d'activité du Roguez sur les communes de Cassagny et Colomar, qui a permis récemment l'implantation de 20 entreprises et la création de plus de 150 emplois.
la métropole souhaite poursuivre sa politique de diversification économique en modernisant des sites, voire en créant de nouveaux, afin d'accueillir davantage d'entreprises et essentiellement industrielles. Nous souhaitons accompagner les entreprises dans la digitalisation de leur activité. Une subvention pour 50% de l'engagement financier dans la limite de 1 200 € pour les commerçants ou artisans désireux de se doter ou d'améliorer leurs outils digitaux. La métropole a mis en place une task force au sein de la direction entreprise développement économique qui travaille en coordination avec l'ensemble des partenaires institutionnels à la relance économique de notre territoire. La métropole pilote un plan de soutien à l'emploi qui répond aux enjeux conjoncturels de la crise et dont l'objectif est la mise en place de dispositifs pour la relance de l'emploi en ciblant les publics fragiles et les secteurs les plus impactés. Le territoire de la métropole renforce ses outils d'accueil et d'implantation d'entreprises avec de nouveaux projets immobiliers sur Éco-Vallée. Notre territoire résilient même pendant cette crise, continue d'attirer des entreprises innovantes et créatrices d'emplois, comme vous pouvez le voir. La métropole travaille à une extension de son partenariat avec la CCI dans le cadre de la création de la place business, outil de networking des acteurs locaux. Voilà ce que je voulais vous dire sur les initiatives de notre métropole. Je profite de vous avoir, pour vous qui êtes les grands décideurs économiques, vos principaux partenaires, en face de moi, pour vous dire la chose suivante. Au terme de l'échéance politique du printemps dernier, il y a un paysage nouveau dans notre pays. La croissance en France ne peut repartir, et les parts de PIB que nous avons perdues ne peuvent repartir très majoritairement que par des politiques territoriales. C'est ce que je m'emploie à dire au président de la République et au Premier ministre. J'ai déjeuner avec le ministre de l'économie et des finances la semaine prochaine, mon ami Bruno Le Maire, pour évoquer tout cela avec lui. Et il se trouve que nous sommes dans un paysage qui peut être extrêmement favorable à notre territoire. Bordeaux, Montpellier, Marseille, Strasbourg, Lyon, et quelques autres, et pas des moindres. On peut y rajouter Grenoble. Voilà, quand le Central Énergie Atomique s'installe chez nous et avait laissé une grande partie de ses actifs sur la zone d'activité de Grenoble, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a toutes les chances de récupérer l'essentiel de l'implantation du CEAT. Voilà. J'ai reçu ces dernières semaines un nombre innombrable de décideurs dans l'immobilier, dans la mobilité, dans les énergies du futur. Pour ne citer que quelques exemples, le président de Bouygues Immobilier, de BNP Paribas Immobilier, industrie automobile, le président de Volkswagen, pour nous proposer, là où tout était programmé sur Bordeaux et sur Lyon, pour couvrir gratuitement de 600 bornes de ravitaillement d'électricité, en électrique, recharge rapide, ce qui a un coût très conséquent, et qui me disent, ben voilà, on avait des projets à moyen terme et à long terme sur un certain nombre de métropoles en France. Ils ont fait le choix de la décroissance, mot formidable, voilà, l'écologie c'est la décroissance. Moi je prétends que nous sommes des écologistes de croissance. Et ils l'ont bien compris. Et ils se disent, en nous regardant tous, et tous ceux qui sont à ce colloque ce matin, mon cher Philippe, qu'on est un territoire où entre les décideurs politiques
et les décideurs économiques que vous êtes, on est sur la même longueur d'onde, avec une même vision d'avenir, et que, puisqu'ils se font jeter ailleurs, au fond, il y a tout intérêt à investir ici. Donc, il faut qu'on s'organise et qu'on se mette en situation de pouvoir répondre au mieux pour y répondre et pas laisser passer ces opportunités, parce que ça peut nous permettre de prendre 6, 7, 8, 10 longueurs d'avance sur des territoires qui ont désormais fait le choix de la décroissance. Donc, naturellement, il y a ce que je viens d'évoquer, mais tout ça, nous allons le voir, va nous amener, si nous mettons en place une réactivité extrêmement forte, à pouvoir accueillir des investissements qui n'étaient pas prévus jusqu'à présent. On en avait qui étaient parfaitement identifiés, d'autres qui ne l'étaient pas et qui vont être de très bonnes surprises pour nous. Nous avons par ailleurs, dans le domaine de l'hôtellerie, alors que sur la métropole de Nice, il faut dire que par rapport à l'Est et à l'Ouest du département, on n'était pas les plus gâtés sur l'hébergement, là où on veut se lancer à partir de 2024-2025, c'est-à-dire là où l'aéroport nous dit que c'est à partir de ces dates-là qu'il faut envisager de retrouver le rythme d'usagers de l'aéroport que nous avons connu à son taux maximum, à son niveau maximum au 31 décembre 2019, se préparer à conquérir un marché de tourisme d'affaires et de congrès à un niveau très élevé. Ce qui nous faisait des défauts, c'était plutôt l'hébergement. Vous savez, vous connaissez tous les chantiers qu'il y a en cours. Aucun d'entre eux n'a été stoppé, que ce soit le parc hôtel, le Plaza, le Sheraton à l'aéroport, l'Hilton, le boutique hôtel sur la colline du Château, pour ce qui est des 4 et 5 étoiles, et on peut identifier un certain nombre de 2, 3, 4 étoiles. Je parlais des 4 étoiles luxe et des 5 étoiles, des 2, 3, 4 étoiles, où nous en avons une bonne douzaine en chantier entre le Grand Arenas et le cœur de ville, notamment dans le quartier du Port. Donc, on va se trouver d'ici 2, 3, 4 ans dans une situation où, dans ce domaine-là aussi, grâce à ces chantiers qui tournent, qui avancent, où j'ai rencontré les acteurs et qui m'ont dit, et nous, on croit beaucoup à l'avenir, en plus, avec ce qui nous faisait défaut, un hébergement de haut niveau qui serait extrêmement porteur pour nous. Donc, ça, c'est le paysage. Maintenant, je vous demande une chose, et notamment ceux qui ont en charge le bâtiment et les travaux publics, de vous montrer extrêmement exemplaire. Je relève que sur un certain nombre de jurys de concours, où on a attribué à des entreprises a priori extrêmement sérieuses, et qui font partie ou de vos adhérents locaux ou de vos fédérations nationales, des gens qui se sont engagés sur des chantiers, notamment dans la plaine du Var, je pense au macrolot de 75 000 m² et à quelques autres encore, ou ailleurs en cœur de ville, sur des délais de livraison à 2022, 2023, 2024. Et je vois les procédures de dépôt, de permis, etc., de mes discussions avec eux, qui évoquent du 2025, du 2026, du 2027. On ne peut pas demander à la collectivité de prendre des initiatives, de doper l'attractivité du territoire, et en même temps de ne pas être fidèle aux engagements et aux rendez-vous dans des concours auxquels on a participé et qui ont fait de vous des lauréats. Donc je demande aux acteurs économiques et aux fédérations du bâtiment et des travaux publics d'être extrêmement sévères
à l'égard de ceux qui ne seraient pas respectueux de ces engagements et des calendriers qui ont été fixés, parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas toujours se tourner vers la collectivité quand ça va mal et d'avoir en même temps un certain nombre de bâtisseurs, constructeurs et promoteurs qui, eux, soient totalement laxistes et prennent du retard sur des chantiers qui, si ils sont dans le calendrier, seront pendant toute cette période aussi extrêmement créateurs d'emplois et de boulot pour un certain nombre de sous-traitants sur l'ensemble de notre territoire. Donc voilà, je voulais profiter de cette occasion aussi pour vous adresser ce message. Moi, je vais être extrêmement sévère de mon côté, mais si à l'unisson, vous partagez ce discours qui est le mien à leur égard, eh bien, nous montrerons que nous allons dans la même direction avec la même fermeté, la même détermination pour être le plus attractif et le plus productif possible sur cette période de relance qui doit être porteuse d'espoir. Voilà, Monsieur le Président, mon cher Philippe Reynaudy, ce que je souhaitais vous adresser comme message à votre invitation. Merci, merci Monsieur le Président. Donc j'ai bien entendu ce que tu as dit à propos donc des activités qui touchent à l'acte de construire. Donc on va faire un point, mais ça touche essentiellement, j'ai bien compris, donc promoteurs, constructeurs, entreprises de bâtiments, architectes, bureaux d'études. Donc on va faire un point avec tous ces secteurs d'activité. Ça ne touche pas les architectes et les bureaux d'études parce qu'ils ont fait le boulot. Ok. Donc pour l'instant, c'est surtout les promoteurs constructeurs et les entreprises qui doivent réaliser les travaux. Donc, on va faire un point avec eux et voir un petit peu où ça pêche. Alors, j'ai pas mal de questions qui touchent évidemment au tourisme. Là, on a un sujet d'actualité qui est brûlant et qu'on a appris mardi soir par la bouche du président. C'est que les stations de sport d'hiver ne vont pas pouvoir ouvrir pour les vacances de Noël, jour de l'an. Alors, sans dévoiler, parce que je suppose que, Président, tu as dû prendre des contacts déjà à Paris pour ce sujet-là, sans rien dévoiler de particulier, est-ce qu'on peut imaginer que les Alpes-Maritimes, après avoir subi un attentat à Notre-Dame, avoir subi le Covid, avoir subi la tempête Alex, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'on pourrait obtenir une dérogation pour nos stations de sport d'hiver des Alpes-Maritimes pour Noël, jour de l'an? Je vais, vous savez combien j'ai fait aussi, parce que je suis convaincu que pour l'avenir de notre économie et de notre cohésion sociale, nous avons tout intérêt à sortir le plus vite possible de la crise sanitaire. Et que aujourd'hui, nous sommes sans doute le lieu de France qui a eu le taux d'incidence de circulation du virus grâce aux mesures que nous avons prises, et je remercie tous les acteurs qui y ont participé, de manière très ferme, qui avons eu le taux d'incidence de circulation du virus le plus faible de France, puisqu'on est monté au maximum à 260, 270. Là où vous avez Lyon qui est monté à 950, Saint-Étienne à 1100, Lille à 650, Paris à 580, Toulouse à 460, etc. Donc, voilà, on est arrivé à un remplissage important de nos lits de réa et d'hospitalisation conventionnelle. Nous avons sauvé de la déprogrammation un certain nombre d'opérations programmées en cancérologie, en greffe, en maladies chroniques, en maladies cardiovasculaires, en traumatologie, etc., grâce à un conseil local de sécurité que nous avons été, de santé, que nous avons été les seuls à monter en France, où là où l'hôpital public a dû se consacrer à prendre les urgences Covid, nous avons réussi à transférer dans de très bons établissements dont nous disposons de cliniques privées ces opérations programmées, et on a eu une gestion plutôt exemplaire de tout ça. Donc naturellement, maintenant le président de la République
ça plaît pas, mais il a donné un cap, une feuille de route, un calendrier. Bon. Alors naturellement, toujours dire, tout le monde peut toujours dire, moi j'aurais pas pris cette mesure, mais j'aurais pris celle-ci. Voilà, sauf à dire qu'il fallait effectivement ouvrir toutes les stations, tous les restaurants, tous les bars, ce que demande tout le monde, ce qui nous plongerait dès début janvier dans la 3e vague, telle que s'y retrouvent aujourd'hui le Japon et la Corée, et que nous ne sommes de toute façon pas à l'abri de cette 3e vague. Il y a un calendrier sur un vaccin qui va être étalé entre janvier et l'automne prochain. Donc, j'estime que dans un pays comme le nôtre, il faut être responsable et que, naturellement, il faut accompagner ceux qui ne bénéficient pas des mesures de déconfinement dans leurs activités. Et c'est pour ça que nous prenons des mesures pour compléter, notamment sur la restauration. Elles seront prises demain par amendement au sein du Conseil de métropole, les aides sur les restaurateurs qui savent que c'est le 20 janvier la date qui leur est proposée par le gouvernement. On est content, on n'est pas content, je suis content ou je ne suis pas content, peu importe, je suis plutôt unitaire pour faire respecter des mesures et veiller à ce qu'on n'ait pas notre indice qui remonte. C'est l'essentiel. Le gouvernement a dit on va payer 20% du chiffre d'affaires, on va prendre des mesures pour compléter tout ça. Et on vous les annoncera au terme des débats que nous aurons demain au Conseil de métropole, parce qu'il faut absolument aider ces pauvres malheureux. Les stations de sport d'hiver, naturellement, j'ai inventé le concept de la double peine, repris largement par un certain nombre d'autres acteurs politiques locaux. Aujourd'hui, dès l'annonce du président de la République, intempéries dans la Vésubie et dans la Tinée, et en même temps non-réouverture de nos stations. Et je pose la question, est-ce que vous imaginez un seul instant, alors que la France a passé un accord avec l'Allemagne et l'Italie sur la non-ouverture des stations, pour les Pyrénées, pour les Alpes, pour les Vosges, pour le Massif central, quelle que soit la mobilisation de toutes les fédérations des stations françaises, il y a une décision de revenir là-dessus, sauf à ce qu'il y ait une chute brutale de circulation du virus. Je n'imagine pas que le gouvernement prenne le risque d'avoir à la sortie des vacances de Noël une quinzaine, une trentaine, une cinquantaine de stations en France qui se soient transformées en clusters. Voilà pourquoi j'ai décidé d'une stratégie très égoïste et je l'assume. En disant, il y a les stations françaises, je comprends les mesures du gouvernement et je partage les angoisses de tous les acteurs de nos stations, mais il y a les stations de la Vésubie et de la Tinée, où avec les services de la métropole, nous nous sommes mis en situation de les ouvrir, parce que nous comptions beaucoup dessus. Mais en même temps, je comprends que si les stations du Mercantour, Oron, Isola 2000, la Colmiane, etc., ouvraient et que toutes les autres stations françaises, italiennes, allemandes fermées, vous auriez le risque de voir la moitié de l'Europe se précipiter, ce qui naturellement provoquerait un chiffre d'affaires extraordinaire, dans les 5 ou 6 stations. Comment, excusez-moi? Ça serait peut-être extraordinaire, mais vous voyez un peu la gestion de cette affaire. Et le gouvernement ne pourrait pas l'accepter. Voilà pourquoi j'ai adressé une proposition de protocole sanitaire au préfet et au Premier ministre, avec lesquels j'aurai des échanges entre aujourd'hui et dimanche, très égoïstes, qui disent, écoutez, on a une petite spécificité, c'est qu'on est les stations de Nice, de Cannes, de Monaco, d'Antibes, et qu'on ne demande pas d'accueillir le monde entier,
dans les circonstances actuelles où on comprend parfaitement que c'est compliqué pour le gouvernement, mais par rapport à ce que nous avons pris sur la Vésubie et la Tinée, on vous demande une dérogation que tout le monde peut comprendre en France, avec un protocole sanitaire extrêmement strict, qui repose sur quoi? Qui repose sur le fait que nous nous engagerions, en cas d'ouverture, à ne prendre que les remontées de plein air, des sièges, des télésièges, pas les cabines fermées, que nous n'accepterions avec une traçabilité sur le numérique que des gens qui viennent d'un rayon de 150 km. Et donc qu'il ne soit que des flux qui de toute façon circulent aujourd'hui dans notre bande urbaine du littoral, et qui est une attestation de test PCR, avec un cadre commercial qui corresponde exactement au cadre national, c'est-à-dire tous les commerces ouverts, couvre-feu à 21h, les hôtels ouverts, service en chambre, la restauration Click and Connect ou service à domicile pour ceux qui voudraient s'organiser avec l'aide digitale que nous leur apporterions naturellement, et qui me paraîtrait une mesure protectrice et raisonnable avec un statut tout à fait particulier. Donc voilà, la seule chance que nous pouvons avoir, toute petite, infime, que le gouvernement, qui ne peut pas faire d'exception a priori, pourrait devenir acceptable parce que, contrairement à Val d'Isère, Courchevel et je ne sais quelle station encore qui de toute façon ne peut vivre qu'avec de grands flux qui viennent de la scène internationale, nous pouvons nous autosuffire pour au moins 50 à 60% de notre chiffre d'affaires par rapport à notre chiffre d'affaires traditionnel, avec une activité parfaitement encadrée telle que celle-ci. Donc voilà comment j'entends me battre pour que nous évitions cette double peine, qui en même temps, au moment où nous sollicitons auprès du gouvernement à minima 500 millions d'euros pour accompagner le département, la métropole, etc., à la reconstruction, qui sans doute ne sera pas en mesure de nous le donner autrement que de manière étalée, pourrait avoir aussi un motif pour dire, vu leur situation, pour ne pas qu'il y ait une hémorragie démographique par rapport au minimum 2500 emplois directs et près de 4000 emplois indirects dont relève l'activité de nos stations hivernales dans nos vallées, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir sur la cohésion sociale et sur la présence, y compris des services publics dans les vallées, nous pourrions négocier une dérogation. Donc voilà la démarche que j'ai engagée et sur laquelle j'espère d'ici lundi avoir une position du gouvernement à travers le préfet, voire directement depuis Matignon. Monsieur le Président, je vous remercie. La question n'était pas téléguidée, Christian, on peut le dire. C'est la question de la dérogation. Moi, je pensais que c'était effectivement une bonne idée, mais je vois que vous êtes plutôt en force de proposition qu'en force de réaction, et que effectivement, vous avez été très réactif sur le sujet. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour notre économie. On a dépassé l'horaire. Je vous remercie sincèrement tous les deux, président Estrosi, président Savarino, pour votre participation à cette table ronde. On a d'autres questions, mais on les posera directement au service métropolitain qui feront un retour et nous les informerons comme ça l'ensemble de nos adhérents. Je vous remercie encore tous les deux. Merci beaucoup. Merci, mes chers amis. Bon courage et bravo. Merci. Merci Jean-Pierre. À bientôt. Merci. Bien. Jean-Pierre, oui, tu restes encore avec nous. Oui. Avant de continuer à passer sur la deuxième table ronde, je voudrais qu'on fasse un petit aparté avec notre
notre partenaire qui est la Banque Populaire Méditerranée. Et je passe la parole à Jean-Pierre Michelis. Jean-Pierre, si tu nous entends, si tu peux intervenir. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, ça y est, on t'entend, Jean-Pierre. Parfait. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Alors, je vais essayer de m'introduire dans votre réunion. J'en remercie à chaque fois, à la fois Philippe et chacun d'entre vous, parce que ça nous donne l'occasion de démontrer aussi qu'une banque telle que la Banque Populaire Méditerranée fait aussi partie du tissu économique local. Donc nous, ce qu'on a vécu, c'est la même chose que vous, de manière un peu moins frontale, puisqu'on a la chance d'être dans un métier qui a pu continuer à exister pendant la première période et qui, sur la deuxième, fonctionne toujours et a pris les enseignements qu'il fallait sur le premier confinement. Petit retour en arrière, rien que sur la région des Alpes-Maritimes, on a fait à peu près 230 millions d'euros de prêts garantis par l'État qui ont été débloqués, soit environ 2000 dossiers. Pour vous situer, c'est quasiment, rien que sur le département des Alpes-Maritimes, 70% d'une production annuelle habituelle sur notre territoire. Donc vous voyez qu'on a eu une activité qui s'est particulièrement accrue. Et on a essayé d'être le plus possible en soutien de vos métiers. Et pour certains d'entre vous, je sais combien c'est difficile. Je pense notamment à toute l'activité du CHR qui est encore aujourd'hui, pour la plupart, fermée et qui va le rester encore quelques temps, malheureusement. On a essayé aussi d'être au plus proche de notre clientèle en accompagnant les différents secteurs en dehors du CHR, comme le secteur des taxis, par exemple. Donc, on a fait en sorte de proroger des échéances. On a mis tout un tas de systèmes de gratuité pour les prorogations d'échéances, notamment sur tout ce qui est avenant et autres. On a participé, parce qu'on essaie de coiffer la totalité de nos clients et même au-delà, on a participé à des fonds qui ont été subventionnés pour l'ADI, pour financer aussi les micro-entreprises. C'est bien d'aider les petites et les moyennes et les grosses, mais on a aussi pensé aux micro-entrepreneurs et donc on a travaillé là-dessus. Concernant la relance, on reste évidemment mobilisé sur toute la partie PGE. On a mis en place de manière automatique la possibilité de différer le capital de remboursement sur la deuxième année. Donc pour nous, c'est une automatisation qui a été mise en place et on essaie de faciliter le travail de nos clients qui en ont déjà bien assez en faisant ça soit directement sur Internet, soit en retournant un coupon réponse. Donc, il n'y a pas d'administratif particulier à faire. Nos contrats ont été rédigés de telle manière que tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire à distance et de manière tout à fait fluide avec votre agence, voire directement avec les services centraux. Ensuite, pour vous accompagner, j'entendais tout à l'heure le président Estrosi en parler de tout ce qui était nouvelles technologies et autres. On a mis en place aussi tout un tas de webinars et de formations à distance ou d'informations en tout cas sur tout ce qui est e-commerce, la capacité de gérer les moyens de paiement, la possibilité de mettre en place aussi des sites vitrines, puisque bon, on l'a vu, le seul niveau d'activité qu'on arrive à maintenir dans certains commerces, c'est malheureusement tout ce qui est je clique et je récupère, pour éviter je clique et je collecte. Voilà, donc on a mis aussi en place ces dispositifs-là. Et enfin, je conclurai pour pas être trop long, Philippe. Je conclurai sur le fait qu'on a aussi quelques dispositifs qui sont toujours d'actualité, tels que le prêt Socama Relance, des prêts franchises pour les franchisés à 0%. On a même aussi la possibilité, puisque vous avez parlé de la zone de carrosse, je crois, on a même aussi la possibilité d'avoir des financements dédiés sur la partie innovation avec un prêt qui s'intitule Innover Plus. Voilà, c'est tous des dispositifs de financement qui sont mis en place. Les conseillers ont tous été briefés. Alors, il faut dire que malheureusement, ils ont eu le recul de l'expérience du premier confinement pour être au contact de la clientèle. On a fait le tour de nos clients et on est en accompagnement maximal, j'aurais tendance à dire. C'est le leitmotiv de notre direction générale aujourd'hui. L'accompagnement auprès de nos clients et puis au-delà du tissu économique que représente le potentiel des Alpes-Maritimes. Merci Jean-Pierre. Je sais également que
que vous participez également dans un fonds où vous avez abondé en même temps que la Chambre de commerce Nice-Côte d'Azur, un fonds qui s'appelle SMALT, avec la Chambre de commerce Nice-Côte d'Azur, avec la Caisse d'épargne, mais également avec la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc, je sais que ce fonds va aider les entreprises qui ont dépassé le cap de la start-up pour se développer encore plus. Et je sais donc que Banque Populaire Méditerranée y tenait fortement et entrer donc dans ces fonds qui sont mis en place. Et ça, c'est très, très bien. Merci Jean-Pierre. J'oublie pas le partenariat qu'on a avec vous et on est toujours présent autant que faire se peut. Si vous avez besoin, on répondra toujours présent. Tout à fait, oui, c'était exact. Partenaire fidèle de l'UPE 06. Merci. Bien, on va passer à la seconde table ronde, donc qui concerne Carros Territoire d'Industrie. Et donc, nous allons pour cela accueillir monsieur Yannick Bernard, maire de Carros, qui est le président de la commission entreprise de la métropole Nice-Côte d'Azur. Nous allons accueillir également Daniel Sveci, président de l'UIMM 06, vice-président de la Chambre de commerce et industrie Nice-Côte d'Azur, et qui est également membre du bureau et du conseil d'administration de l'UPE 06. Et enfin, Marc Raiola, qui est le président du CAPIDV, mais également président du syndicat Prisme, qui regroupe les entreprises de l'intérim, mais également il est membre du conseil d'administration de l'UPE 06. Il y a une toute première question à monsieur le maire, Yannick Bernard. Donc, vous avez été élu récemment, maire de Carros. Le dispositif territoire d'industrie lancé par l'État en 2019 doit accompagner votre territoire dans son projet industriel. Mais vous souhaitez également accompagner le développement et les mutations des entreprises tout en développant l'initiative entrepreneuriale. Quelle est votre vision en matière de développement économique et quels sont les projets que vous souhaitez voir porter, que vous souhaitez porter pendant votre mandat? Écoutez, merci à tous de me donner la parole. Oui, effectivement, une élection et une prise de fonction au 4 juillet. Donc, ça fait 4 petits mois avec un certain nombre d'événements à gérer, comme vous pouvez l'imaginer. Ma première vision consiste à concilier le développement économique et l'aménagement opérationnel. Donc, je reviendrai sur l'aménagement opérationnel sur la deuxième partie de votre question. Je base ma vision sur un certain nombre de partis pris. Principalement, le premier serait sur de combiner les deux moteurs de notre activité économique au sein d'une stratégie commune. Pour moi, les deux moteurs aujourd'hui de notre département et plus particulièrement de la métropole autour du tourisme et des activités productives. Donc, dans l'idée, c'est vrai qu'on est plutôt sur territoire d'industrie, mais ma vision, elle est quand même de lier les deux. Promouvoir un développement territorial équilibré. Ça, je vous prendrai quelques exemples sur une deuxième question qui viendra un peu après pour mettre en évidence qu'il vaut mieux former où on a des besoins que plutôt former plus loin et refaire venir après. Vous comprendrez le développement un petit peu après. Un autre point important qui me semble essentiel, c'est de valoriser les synergies avec les autres bassins d'emploi que nous avons dans le département, sous des stratégies un peu gagnant-gagnant. Je pense à la R&D qui est développée au niveau de Sophia Antipolis, qui pourrait très bien être mis en œuvre dans une version plus sur le territoire de la métropole avant des diffusions de masse. C'est un peu la logique un peu de Silicon Valley. On pourrait arriver, je sais que ça existe déjà sur un certain nombre d'actions qui sont développées sur Sophia et qui sont mises en place dans certaines entreprises de la zone industrielle de Carros, mais également du Broc. Mais ça me semble intéressant de poursuivre cette logique. Un autre parti pris, c'est s'appuyer sur l'endogène, sur ce qui existe vraiment comme facteur de développement. On a un tissu économique que vous connaissez sans doute mieux que moi, notamment des locomotives. Sur Carros, on les a facilement en tête. Je pense à Cofarma, Malongo, Virbac évidemment. Mais derrière ces majors, il y a aussi des pépites sur lesquelles on doit pouvoir s'appuyer pour ce facteur de développement. Évidemment, c'est ma fonction, mon ancienne fonction sur la formation, c'est de s'appuyer sur le capital humain. Le capital humain, notamment celui des entrepreneurs qui sont très présents. Vous en êtes la démonstration aujourd'hui.
Et cet appui sur les entrepreneurs me semble essentiel pour notre développement. Un autre parti pris, c'est pour jouer sur la masse critique. Parce que la masse critique, vous le savez bien, en termes de concurrence, si on n'atteint pas une certaine masse critique, on ne s'en sort pas. Donc là, il faut continuer le décloisonnement des activités et je pense que la digitalisation peut nous aider et peut aider les entrepreneurs et les entreprises à gagner sur cette logique. La masse critique aussi, c'est de se rapprocher d'un certain nombre d'actions, je pense, en déclinant au niveau local les opérations qui sont portées, par exemple, par la région. Je pense aux OIR. Alors, je ne vais pas être très long là-dessus, mais ça me semble important de le conserver à l'esprit. Un dernier point, parce qu'on est quand même dans un territoire fait de déplacements importants, et il me semble essentiel de continuer, de développer, d'ailleurs ça fait partie de la commission que je préside, la coopération transfrontalière avec l'Italie, avec Monaco, mais j'ai bien envie de vous dire, vu les secteurs d'activité que nous avons au niveau de la métropole, avec l'Europe, mais également aussi avec la Méditerranée, en se basant, pourquoi pas, sur Euromède. Un autre parti pris, c'est mettre en place une stratégie globale d'attractivité. Elle est en route aujourd'hui, elle est portée par la métropole de manière assez significative. Et je pense à un certain nombre d'outils qui sont en train de progresser. Je pense à Team Côte d'Azur, par exemple. Donc là, il y a véritablement des choses qui se font au niveau des entrepreneurs, des populations actives, des talents aussi qui sont repérés, les étudiants, les touristes et également les demandeurs d'emploi. On doit également se positionner comme un territoire d'expérimentation et favoriser l'innovation par les usages. L'idée, là, c'est tout ce qui tourne autour de la silver economy. Avant de le déployer de manière massive, on peut véritablement se servir de notre territoire comme un laboratoire qui est assez significatif des difficultés que peut rencontrer la France, voire certaines parties de l'Europe. Évidemment, capitaliser sur nos atouts, c'est l'avant-dernier parti pris. La notoriété internationale de notre marque, Nice Côte d'Azur, ceux qui voyagent, vous le voyez tous les jours, mais également sur notre territoire et notre patrimoine, c'est essentiel, puisque au-delà de la dimension économique, il y a une dimension d'attachement et ça me semble important de conserver ce parti pris. Et le dernier c'est un parti pris d'actualité et c'est de s'adapter aux événements. Donc là, on a évidemment le Covid, la tempête Alex, il y a eu les attentats. C'est de continuer à développer l'agilité de notre tissu économique pour faire face. Donc là, je vois, ça a été présenté précédemment, mais c'est de continuer à pousser un certain nombre de commerçants à aller dans une forme de solution numérique pour digitaliser une partie de leur activité, pour être moins frontal sur ces événements. Continuer ou accentuer la complémentarité des acteurs entre le public et le privé. Le président Esposi n'en a pas forcément beaucoup parlé là, mais je sais que dans la mise en œuvre des solutions de reconstruction, mais même de reconstruction d'urgence des routes pour aller dans les vallées, il y a eu une vraie complémentarité entre le service public porté par la métropole et les acteurs privés du BTP de ces vallées, et on en a un résultat extraordinaire. Rouvrir les voies d'accès aussi rapidement après cet événement, c'en est la preuve. Et le dernier, toujours dans la logique de s'adapter aux événements, c'est de structurer des initiatives individuelles pour les rendre plus collectives. Je l'ai vu au travers de la plateforme de dons que Carros a porté en termes de logistique, également de distribution et de projection de tous ces dons. On a été en capacité de réunir des initiatives individuelles pour après les rendre crédibles et les porter au plus proche. Et bien, cette logique-là, il faut que nous l'ayons sur l'aspect économique. La deuxième partie de votre question est en rapport avec les projets que je souhaite porter sur mon mandat. Je vais vous en détailler un, principalement, c'est le projet de pôle d'activité sur plus de 7 hectares sur la zone d'activité de la Grave. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est une zone qui est située sur le côté de la zone industrielle, qui a un classement un petit peu particulier et qui, jusqu'à maintenant, avait des difficultés de développement à cause de la présence d'un site Céveso, avec un certain nombre de restrictions. Ce site Céveso arrête son activité économique à la fin de l'année. Il va être démantelé.
Et donc, ça permet de libérer un certain nombre de fonciers. Donc, le but ce sera d'attirer et d'héberger sur ces fonciers qui vont se libérer des PME innovantes dans le secteur de l'industrie et de l'artisanat. C'est pour faire le pendant avec la zone industrielle, pour qu'on ait véritablement un outil qui maille cette structure. Offrir un ensemble de services aux porteurs de projets, aux entreprises en phase de démarrage. Vous le savez comme moi, c'est toujours des phases qui sont compliquées. Et d'être au cœur de ce type de zone, ça peut être véritablement un plus pour gagner du temps. Promouvoir l'innovation et accompagner au métier de la technologie d'avenir, c'est un petit peu de ce que je vous indiquais tout à l'heure sur prendre à bras le corps ce qui se dessine aujourd'hui sur la silver economy, par exemple, qui peut être hébergé là-bas. Pour ce faire, on a déterminé 5 piliers importants. Donc, le premier, c'est un panel de services répondant aux besoins des salariés, des TPE et des grands groupes. Parce qu'aujourd'hui, ce panel de services, il n'existe pas ou peu sur la zone d'activité d'Agrave. Une offre de services pour favoriser et accompagner l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc là, il y a déjà aujourd'hui quelques initiatives qui sont portées par la Chambre des métiers, par exemple, qu'il faudra sans doute dimensionner différemment. Une offre de locaux d'activité. Il faut vous dire que depuis mon élection, toutes les semaines, je rencontre une entreprise, un grand groupe, une plus petite entreprise qui cherche des locaux pour pouvoir s'implanter, assurer son développement ou carrément changer de modèle qui lui permettrait d'être beaucoup plus compétitif. Donc ça, c'est véritablement important que le pilier autour du foncier soit pris en compte. Le quatrième pilier, c'est la corrélation évidente entre, d'un côté, ce qui se passe dans la zone industrielle et ce qui doit se passer demain sur ce nouveau pôle d'activité. Ça, c'est essentiel. Et en tant que maire d'une commune un petit peu particulière, moi, j'ai rajouté ce pilier-là. Il ne faisait pas partie initialement de ce qui avait été retenu. C'est avoir un ratio mètre carré emploi qui soit le plus favorable possible. Dans l'idée, c'est d'éviter de se retrouver, je sais qu'il y en faut, mais avoir des centaines de mètres carrés de logistique urbaine, on serait en dehors de l'intérêt des populations à proximité. Rapidement, les forces de ce pôle d'activité, c'est de créer un véritable site industriel, artisanal et de production qui permettra de faire la jonction sur la zone industrielle. Ça, c'est essentiel. Ça nous permettra d'avoir un espace économique dans sa globalité, parce que ça représente un actif très important, c'est 7 hectares. Et cet espace économique, quelque part, il ne faut pas le louper. Il ne faut pas le louper parce que c'est le dernier sur carrosse de disponible, c'est les derniers fonciers de disponibles. Après, on sera dans d'autres logiques. Mais à ce jour, c'est vraiment une pépite et il faut qu'elle ait le meilleur éclat, j'ai envie de vous dire. Donc, ça veut dire derrière, très concrètement, on a des capacités, des marges de manœuvre spatiales que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs sur la plaine du Var. Un autre point intéressant, parce que en tant que maire, on doit toujours être vigilant là-dessus, c'est comment on mixe les zones d'habitation et les zones d'activité. Et là, on a une certaine chance, c'est qu'elles sont très proches géographiquement parlant, mais pour autant, l'une est plus haute que l'autre et ça permet d'avoir une forme de coexistence qui fonctionne pas trop mal. Évidemment, les forces de ce pôle, on en reparlera sans doute après, c'est maintenant la présence du pôle d'échange multimodal qui a été construit par la métropole à l'entrée de la zone industrielle. Et ça, c'est quelque chose d'important qui va permettre d'irriguer par rapport au déplacement. Voilà un petit peu les réponses que je pouvais vous faire sur vos deux questions. Merci, monsieur le maire. C'est très bien. En tout cas, le projet de la zone de l'Agrave, c'est une vraie bonne nouvelle parce que nous sommes vraiment en déficit en termes de zone d'activité industrielle sur notre territoire. Et vous aurez le soutien total de l'UPE 06 pour que ce projet voit le jour. Vraiment, c'est la très bonne nouvelle de ce matin. Merci. Daniel Suessi, tu es le président de l'UMM depuis près de 5 ans. Tu es vice-président de la CCI Nice-Côte d'Azur. Tu es en charge de l'industrie. Bon, la crise sanitaire en France, elle a mis en exergue le fait qu'on dépend industriellement beaucoup trop des pays étrangers. Et le gouvernement donc souhaite renforcer aujourd'hui la production nationale
et soutenir la relocalisation des industries vitales dans le cadre du plan de relance. Donc, penses-tu que la France, d'abord, elle ait les capacités de se réindustrialiser? Et est-ce que, plus particulièrement, est-ce qu'on peut le faire sur le territoire de la métropole? Mon cher Daniel. Merci Philippe. Avant toute chose, mesdames et messieurs, bonjour. Je sais qu'on est très nombreux aujourd'hui et c'est une très belle réussite. Donc, sur cette question, je veux juste rappeler avant toute chose que notre nation a toujours été donc une grande nation industrielle. Grâce à cette position, grosso modo, elle a su créer ces connexions transversales qui ont favorisé commerce, services et un peu plus tard tourisme. Nous en sommes vraiment la preuve sur ce territoire. L'orientation politique, grosso modo, des 30 dernières années, est arrivée, dirons-nous, à nous convaincre qu'il valait mieux produire ailleurs pour éventuellement distribuer ici. En ont supporté obligatoirement la production et, par voie de conséquence, la création. Et ça, aujourd'hui, on le pèse et on se pose la question de revenir, entre guillemets, en arrière, de réindustrialiser. Donc, grosso modo, notre économie, étant donné que l'industrie a laissé des parts de marché énormes et l'économie s'est retrouvée atone, parce qu'on est quand même au niveau européen le pays qui a un PIB presque le plus faible, d'ailleurs le plus faible sur le plan économique et industriel, s'est tourné vers d'autres cieux. Le tourisme en étant un, parce que nous avons surtout la chance d'avoir un pays extraordinaire et nous une région qui se démarque presque par rapport au reste, de par l'attractivité qu'elle possède. Et là, grosso modo, notre souveraineté a été perdue. La crise du Covid nous l'a démontré, parce que quand il a fallu avoir simplement des masques, on n'a pas trop su se tourner autre part que vers la Chine. Pour répondre plus précisément à ta question, il faudrait avant tout que la France se repositionne sur son objectif industriel. Si cet objectif donc, est de nous rassurer, comme c'était le cas dernièrement par le constat patent, que cette crise nous a démontré notre impuissance à nous assumer sur le plan de la production manufacturière, alors oui, il suffirait grosso modo d'essayer de réimplanter quelques filières stratégiques, fourniture de matières premières, secteurs principaux que sont les principes actifs pharmaceutiques, l'électronique. Maintenant, pour ma part, si nous voulons reprendre cette souveraineté affirmée par le président, il nous faudrait un peu plus d'ambition, afin de répondre, j'insiste, à la totalité de ce que nous sommes, TPE, PME. Premièrement, en continuant à réduire nos impôts productifs. Ça a démarré, mais c'est bien loin de ce que font nos homologues, par exemple, allemands. Mais aussi proposer un plan de développement industriel performant, avec des grands chantiers nationaux. En fait, avoir les moyens de notre ambition. Le plan de relance, c'est une première étape, mais ça ne sera pas suffisant. Ce plan de relance, moi je le mesure tous les jours, nous amène quelques orientations, quelques moyens, mais ne nous amène pas du chiffre d'affaires. Donc, sur notre territoire, à connotation touristique, je rappelle que l'industrie, au sens neuf du terme, c'est grosso modo 8 milliards de PIB sur ce territoire, 25% du PIB. Et 50% de ce PIB que dégage l'industrie est porté par la métropole Nice-Côte d'Azur, dont le territoire d'industrie carrossien en est le gros porteur. C'est une responsabilité d'élu. Si par malheur on venait à perdre, dirons-nous, cette potentialité industrielle, vous imaginez la secousse que nous aurions sur notre territoire sur les retombées indirectes que produit l'industrie. Alors, avant de parler de réindustrialiser, il faudrait, pour ma part, maintenir déjà le tissu en sortie de ce Covid. Rappelons que sur Carros, quand même, on a quand même des champions mondiaux. On a Virbac sur la partie pharmacopée, Arco Pharma sur la phytothérapie, sur l'IA intelligente, on a Schneider qui développe à tout va, Malongo sur l'agroalimentaire, avec également Pendor. On a également OneTwo sur l'appareillage automobile, l'Aqua Trafic sur la signalisation, Aqualung sur la plongée sous-marine, et sans citer les machines à café uniques avec l'électronique. Tout ça démontre bien qu'on est très, très, très varié sur le tissu industriel, ce qui fait notre force, j'insiste, parce que nous ne sommes pas une filière qui peut tomber du jour au lendemain, on le pèse avec le tourisme aujourd'hui, mais également notre faiblesse, parce que quelque part, nos politiques et nos institutions ont du mal à percevoir là où il faut mettre les moyens pour réellement en faire un axe de développement fort. Carros aujourd'hui porte cette responsabilité de cette hétérogénéité et de cette puissance que nous avons sur ce département. Il faut savoir, monsieur le maire, et je soutiens vos propos, le maintenir. C'est une valeur importante pour nous.
Christian Estrosi parlait tout à l'heure du lancement de la 5G, où toi, Philippe, tu l'as salué, dirons-nous, dans cette initiative. On voit bien également là que le président de la métropole nous donne les moyens de participer à cette révolution digitale. Mais pour saisir cette révolution digitale, il faut que nous, chefs d'entreprise industriels, nous donnions les moyens dirons-nous, d'y aboutir. Pour ce fait, on peut aujourd'hui, dirons-nous, vraiment féliciter ce plan de relance qui a été mis en place. Mais ce plan de relance, il arrive à un moment donné où on n'a pas beaucoup de chiffre d'affaires et où déjà nous sommes fortement endettés par un PGE. Alors, je salue aujourd'hui le travail que fait la Chambre de commerce et d'industrie, que fait également la métropole, depuis peu l'UMM, pour vraiment booster nos chefs d'entreprise qui en ont les moyens, j'insiste, qui en ont les moyens pour se positionner dans ce plan de relance qui est vital dans le devenir de nos entreprises, mais surtout dans notre positionnement stratégique industriel de demain. Voilà, Philippe. Merci, merci Daniel. Une question pour Marc Raiola. La zone industrielle de Carros, zone d'activité de Carros, elle a signé le protocole territoire d'industrie qui a été lancé par le gouvernement, donc qui permet d'analyser les besoins de recrutement et de compétences de l'ensemble des entreprises qui sont basées à Carros. Aujourd'hui, ces entreprises, elles font face à une pénurie de main-d'œuvre, renforcée par une pyramide des âges qui fait que dans les 5 ans qui viennent, on va avoir beaucoup de gens d'expérience qui vont partir. Donc, d'où une certaine inquiétude des chefs d'entreprise pour recruter. Donc, moi, je voudrais savoir, Marc, toi qui es donc président du CAIPDV et puis qui est en même temps professionnel du recrutement, c'est ta vision pour le recrutement et pour la montée en compétences du personnel, comment tu vois ça pour les années à venir? Merci, Président. Juste deux précisions avant que je réponde à ta question. La première, je remercie notre maire de Carros parce que son discours m'a fait plaisir. Donc, qu'il sache aussi qu'on est totalement en phase avec ce qu'il a exposé sur le pôle d'attractivité. Et j'en suis vraiment ravi parce que c'est vraiment une zone interface, la Grave, entre la zone industrielle et notamment la zone d'habitation de Carros. Il ne faut pas oublier le Broc, et il l'a cité, donc on n'oubliera pas le Broc dans tout ce qu'on va dire. Deuxième remarque, juste quelques chiffres, parce que comme ça va permettre de situer. Daniel en a donné quelques-uns, mais la zone d'activité de Carros-le-Broc, donc la partie d'en bas, je ne parle pas des commerces qui sont au village, c'est 180 hectares, 2,4 milliards de chiffre d'affaires, dont 26% à l'export, 48% de l'activité du chiffre d'affaires qui est fait par l'industrie, donc on reste une zone à vocation fortement industrielle, 11 750 emplois et 570 établissements. C'est une étude qu'on a payée, nous et la SLIC, auprès de d'ailleurs la CCI avec le service Cyrus. Et chiffre très intéressant sur le 06, c'est qu'on a 90% d'entreprises qui ont plus de 10 salariés en fait. Les entreprises sur Carros, ce n'est pas le tissu économique que l'on a sur le 06 en général, et je pense que le président Renaudin me confirmera. On a 90% d'entreprises qui ont plus de 10 salariés. Donc, ce n'est pas que des mastodontes, c'est aussi des PME, voire des ETI. Pour répondre à la question, alors, territoire d'industrie, il y avait effectivement une volonté commune à la fois de la métropole et de son CFA, et les entreprises de Carros d'arriver à former sur place. Alors, pour répondre à cet enjeu de former les métiers de demain, on a clairement une pyramide des âges qui aujourd'hui est défavorable. On le sait parce que dans l'industrie, en gros, les salariés sont vieillissants. On a quand même du mal à attirer les jeunes vers les métiers de l'industrie. Ce n'est pas Daniel qui va me contredire. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Mais l'un des points était qu'on n'avait pas, depuis 20 ans qu'on essayait de travailler là-dessus, de démarche de formation au métier de l'industrie sur Carros. Et grâce au CFA métropolitain, grâce aux changements qui sont intervenus et je dirais au travail qu'on a fait en commun avec le CFA et Pôle emploi, on a réussi à mettre en place des formations qui sont sur les métiers de l'industrie. Donc, on a eu une première formation sur les conducteurs de ligne, sur une autre formation sur les opérateurs de production, et puis là, on est sur une formation qui devrait débuter début 2021, malgré tout le contexte de Covid, sur technicien de maintenance. Et
tout ceci, c'est le préambule à véritablement créer une filière des métiers de l'industrie. Le maire Yannick Bernard l'a dit tout à l'heure, il faut arrêter aussi d'aller, entre guillemets, chercher ailleurs des compétences, il faut peut-être aussi les former sur place. Et donc, c'est vrai que territoire d'industrie doit être un moyen, c'est l'un en tout cas des pans de territoire d'industrie, un des moyens de trouver ces financements pour pouvoir adapter le CFA en termes de moyens de production, en termes de locaux, et répondre à cette demande qui est sur carrosse. L'avantage, c'est qu'on n'est pas là sur juste un discours de façade, puisqu'on a déjà, depuis maintenant plus de 2 ans, expérimenté la chose. Et ça fonctionne, puisqu'en gros, on a à chaque fois 80% des gens qu'on a formés qui restent dans les entreprises où ils ont été embauchés. Alors, on est encore sur un stade expérimental, mais pour vous donner un ordre d'idée, sur la formation qui va démarrer l'année prochaine de technicien de maintenance, grâce à Territoire d'Industrie, grâce à ce passé, on a réussi à avoir un financement exceptionnel de l'action qui, au lieu de 450 heures, est monté à 1300 heures. Alors, ça veut dire en plus que pour les entreprises participantes, elles auront un coût indirect, simplement le suivi et l'encadrement du salarié chez eux, mais elles n'auront même pas à supporter un coût de formation. Ça, c'est clairement l'optique que l'on veut développer et on veut qu'il y ait une vraie filière des métiers de l'industrie sur carrosse, de façon aussi à continuer à défendre ce territoire industriel. Par rapport aux problématiques d'emploi, il y en a une sur laquelle on a travaillé et le maire l'a dit aussi, c'est les problématiques de mobilité. Il faut savoir que dans le territoire d'industrie, la mobilité, les déplacements sont aussi un élément. J'en profite pour dire qu'on aurait dû inaugurer la navette autonome, qui est un projet expérimental sur carrosse avec l'IMRED, la métropole et la mairie de Carrosse. Bon, il s'avère qu'on n'a pas pu faire l'inauguration puisque le Covid. En tout cas, la vraie problématique aussi sur Carrosse, c'est qu'on est sur un territoire qui est sur à peu près 6 km de long et avec beaucoup de multisites. C'est quelque chose qui est en train de se développer puisque les gens qui sont installés à Carrosse ont tendance à vouloir rester sur Carrosse. Et comme généralement, ils ne peuvent pas forcément s'agrandir là où ils sont, ils trouvent d'autres locaux. Ils prennent la place de quelqu'un qui part, etc. Et on se retrouve avec facilement une quinzaine de sociétés aujourd'hui sur Carrosse qui sont multisites, de toute taille. Donc vous imaginez bien que tout ce qui peut favoriser la mobilité interne à Carrosse sera un facteur d'attractivité. Si les gens peuvent facilement aller dans un espace de service à la Grave, grâce à la navette par exemple, ils peuvent facilement aller faire du sport entre midi et 2, ils peuvent facilement avoir une offre de restauration qui est variée et qui est accessible facilement, sans à chaque fois prendre leur véhicule. Ça permettra de faire des économies, ça permettra aussi d'être exemplaire. Donc la mobilité, c'est aussi un élément qui doit travailler sur cette attractivité par rapport à ces problématiques de recrutement et effectivement cette problématique RH qu'on a sur Carrosse. C'est un des éléments qui est en jeu. L'une des difficultés, ça reste quand même les horaires d'équipe, le travail décalé avec le 2-7 ou le 3-7, qui font aussi que parfois on bute sur des problématiques comme la garde d'enfants quand vous commencez à 7 h du matin ou comme les transports en commun quand vous commencez à 6 ou 7 h du matin. Merci Marc, merci pour ton intervention. Donc là, normalement, on est arrivé au terme de la table ronde, mais il y a quand même une question qu'on ne peut pas éviter. Monsieur le maire, il faut qu'on en parle. Elle a été amorcée par Marc. Effectivement, il y a un problème de déplacement donc, sur la zone d'activité. Donc, on sait que les directives publiques préconisent l'amélioration du transport entre les deux rives du fleuve Var et préconisent également l'augmentation de la part modale des transports collectifs. Alors, monsieur le maire, comment atteindre ces objectifs et améliorer l'accessibilité à la zone d'activité? Vaste programme pour ce sujet-là. Il y a une première réponse qui est actuelle, puisque au 15 novembre, il a été mis en exploitation le pôle d'échange multimodal qui a été réalisé à l'entrée de la zone industrielle, alors toujours sur le territoire de la commune. L'idée de ce pôle d'échange multimodal, c'est de permettre un meilleur brassage des différents modes de transport. Aujourd'hui, on retrouve là-bas le transport de bus, mais il y a des volontés à ce que se développent d'autres modes de transport. Donc, Marc Raiola en a parlé avec l'expérimentation de l'IMRED sur cette navette autonome, où on est déjà dans le concret, hein, j'ai envie de vous dire. On est déjà dans le concret pour
solutionner une partie de ces difficultés-là. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser les pistes cyclables et aujourd'hui, la part du vélo au travail augmente et c'est vrai que la zone industrielle a une belle zone, une belle piste cyclable, excusez-moi. Et cette piste cyclable, malheureusement, elle n'est pas encore complètement liée avec d'autres, notamment en aval de mon territoire. Donc, des gens qui habitent à Saint-Laurent-du-Var, par exemple, ont encore des parties de route où ils sont confrontés à la circulation, ce qui les rebute. Soyons bien clairs à ce sujet-là, quand je parle de ce type de déplacement, c'est le déplacement lié au vélo électrique, puisque pour faciliter tous ces déplacements, on a ce moyen qui se développe de manière exponentielle. Donc, le premier aspect, ça tourne autour de ce pôle d'échange multimodal. J'ai un doute quand même sur une forme de sous-dimensionnement et une capacité limitée à évoluer dans le temps, parce que comme un peu partout dans notre département, l'espace étant contraint, on a peu de possibilités de le faire complètement évoluer vers quelque chose de plus moderne. Il y a le travail aujourd'hui qui est fait par la métropole, mais qui ne touche pas forcément Carros, mais qui peut être une belle expérimentation, c'est le transport par câble, qui solutionnerait un certain nombre de problématiques. Il est plus facile de faire un transport par câble pour traverser le Var que de créer un pont routier qui permettrait de doubler celui du pont de la Manda. Et c'est vrai qu'il y a des expérimentations qui vont être menées, je crois, sur le territoire de Saint-Janet ou de la Gaude, au départ de Lingostière. Et ça, je me dis que ça peut être aussi une solution pour irriguer l'arrivée du chemin de fer de Provence, puisque là aussi, il y a une connexion intelligente à avoir. Vous connaissez comme moi les ruptures de charge qui ont tendance à décourager les usagers pour utiliser le transport en commun. Ça permettrait aussi d'être de plus en plus crédible afin de limiter la part modale du transport individuel. L'enjeu, de toute façon, c'est de basculer progressivement sur un maximum de personnes sur les transports en commun. Donc, le pôle d'échange multimodal, la mise en place de la navette partagée avec les expérimentations de navettes autonomes. Je vous le disais, on est dans le concret sur ce sujet-là. En 2019-2020, il a été conduit un diagnostic. Le diagnostic a débouché sur l'achat de cette navette. En 2021, il y aura l'expérimentation de cette navette autonome, donc sur site, sur le territoire de la zone industrielle. On en tirera un certain nombre de conclusions. On se donne l'année 2022 pour la réalisation des travaux, parce que vous imaginez une navette autonome, il y a un certain nombre de travaux de voirie qu'il faut réaliser afin que ces déplacements soient dans la plus parfaite sécurité. Et on pourra, à ce moment-là, en fonction des opportunités, la mettre en marge, j'ai envie de vous dire, sur un aspect presque commercial, une utilisation normale. Voilà un petit peu la logique de déplacement à ce niveau-là. Après, il y a de toute façon le travail fin qui doit être fait sur un réglage fin, parce que j'en entends souvent parler sur les cadencements de transport en commun, sur les problématiques de correspondance, sur un certain nombre de choses. Ça revient à ce que je vous disais sur les ruptures de charge. Il y a aussi quelque chose qui existe très bien aujourd'hui dans le monde de la voiture que tout le monde connaît. Ce sont les applicatifs type Waze, mais qui doivent être développés aujourd'hui dans le cadre du transport en commun. C'est-à-dire être dans la logique où on permet à l'usager d'arbitrer son déplacement en fonction des informations qu'il récupère quasiment en instant T, puisqu'on a aujourd'hui plusieurs modes de déplacement possibles. L'idée, c'est qu'on puisse donner des informations, comme le fait la communauté Waze, aux automobilistes, mais là, que ça puisse être à destination des usagers pour qu'ils puissent s'organiser par rapport à ça. Et ça me semble important. Ce sont de nouvelles modalités qui sont beaucoup développées en Asie aujourd'hui, où au lieu de proposer aux personnes une solution idoine,
on leur propose plutôt d'arbitrer, et pour qu'ils soient en capacité d'arbitrer, on leur donne une information en temps réel. Donc, il y a un travail à faire peut-être sur ce sujet-là. Merci, mon cher Marc et cher Daniel, pour avoir répondu à nos questions. On arrive au terme de ces rencontres économiques territoriales. Je vous rappelle deux dates. Une première date qui est fixe et qui est le mardi 1er décembre à 9 h. On aura un webinaire à propos du plan de relance une nouvelle fois, mais là, on sera en relation avec le MEDEF Paris et on aura une intervention du directeur général du MEDEF national, qui est Christophe Beau, qui prendra la parole, qui pourra avoir des éclairages beaucoup plus près des ministères pour voir un petit peu comment ça s'articule dans les ministères. Il sera accompagné de Christine Lepage, qui est la directrice adjointe en charge donc, de l'application de ce plan de relance au MEDEF. Donc ça, c'est pour mardi 1er décembre à 9 h, avec l'UPE 06, évidemment. Ensuite, on devrait organiser les 13e rencontres économiques territoriales à la mi-décembre, et ça sera avec le président du conseil départemental, Charles Anginesi. On est en train d'arrêter toutes les modalités, donc on vous préviendra dès que tout sera fixe. Je vous remercie encore à tous et je vous souhaite une bonne journée à tous et puis beaucoup de courage. À bientôt. Merci.